Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire effroyable. Le 13 mars 2021, Alicia Faye, 25 ans, est retrouvée morte à Cayenne en Guyane, une balle entre les deux yeux. Mais que s'est-il passé? Avec moi, vous entendrez les voix de Jacqueline, Audrey et Laetitia, mère et sœur d'Alicia, celles de ses amis, des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. À 8000 kilomètres de l'Hexagone, au nord du Brésil, la Guyane. Cette jeune femme qui se filme dans ce décor de carte postale s'appelle Alicia Faye. Nous sommes en février 2021 et cette jeune bordelaise de 25 ans profite de quelques jours de vacances. On était contents et mon mari, c'est bien ma chérie, si tu vas en Guyane, tu vas voir une autre coutume, tu vas voir d'autres gens, c'est bien. Comme elle aimait voyager, elle aimait voir du monde, on s'est dit c'est bien aussi. On connaissait absolument pas la Guyane, quoi. Pour nous, c'est un pays où il fait bon vivre, ça doit être sympa. Pourtant, à son retour à Bordeaux, Alicia va étonnamment rester discrète sur le déroulement de son séjour. Elle était très fuyante, elle ne m'a pratiquement rien raconté. Elle dit rien. Et quand on lui pose une question, elle évite. Elle ne me regardait pas dans les yeux. Quand je voulais parler de ce voyage, elle était très agacée. Et c'est pas normal, ça lui ressemble pas. Et il y a plus étrange, 3 semaines plus tard, Alicia repart pour la Guyane. Un voyage dans le plus grand secret, au cours duquel elle disparaît mystérieusement. Pas de réponse. Donc là, c'est vrai que dans la tête, il passe 1000 images dans le cerveau, quoi. Et j'étais extrêmement inquiète de qu'elle soit repartie, qu'elle ait repris un vol, qu'elle ait dit à personne. Là, il faut que quelque chose se passe, quoi. Il faut qu'on ait des nouvelles dans la soirée. Le ciel vous tombe sur la tête, hein. On est mal. On dit mais c'est pas possible. Alors pourquoi Alicia Faye est-elle repartie si loin et en cachette? Où est-elle passée? Et pourquoi ne donne-t-elle plus de nouvelles? Voici l'histoire incroyable d'une jeune femme qui va connaître l'enfer au paradis. Alicia, c'est quelqu'un de pétillante, vraiment pétillante. En Guyane, c'est pas des choses qu'on voit tous les jours, quoi. Enfin, mais c'est une violence. Enfin, c'est inimaginable. On se demande, c'est pas elle. Ils se sont peut-être trompés. Notre fille, elle, c'est pas une crapule, c'est pas une criminelle. En tant que parent, vous vous posez énormément de questions. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai raté, surtout? C'est des méthodes de voyous. C'est clairement des méthodes de voyous. Ça reste à ce moment-là une grosse énigme. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sur les bords de la Garonne au nord de Bordeaux, Saint-Louis-de-Montferrand. C'est dans cette petite commune paisible que vivent Jacqueline et Bernard Faye. Bernard et Jacqueline Faye, c'est un couple de retraités, des gens sans histoire. Elle était ATSEM, assistante de vie scolaire, si on veut. Lui avait des travaux assez manuels, menuiserie, maçonnerie. La famille Faye est une famille de classe moyenne, tout simplement, la classe moyenne française. C'est une famille très soudée. Jacqueline et Bernard sont très proches de leurs 3 filles, notamment de la petite dernière, Alicia. Hyper connectée, elle ne manque jamais une occasion de donner de ses nouvelles. Adorable, toujours un petit mot gentil, des SMS, maman je t'aime, qu'est-ce que tu fais maman, on passait pas 2 jours sans s'envoyer un petit message. Pourtant, le 12 mars 2021, ses parents comblés vont découvrir que leur Benjamine leur a caché une information importante. Je dis à mon mari, je dis j'ai pas eu de nouvelles d'Alicia, et donc je dis je lui ai envoyé un petit message. Coucou Alicia, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais de beau? Et là, elle me répond, je suis à Paris. T'es à Paris et qu'est-ce que tu fais? Et comment ça se fait que tu nous l'as pas dit? Et elle me répond, écoute, je suis partie passer le week-end avec des copines à Paris.
On était surpris parce que d'habitude, elle nous le dit, quoi. Quand elle s'en va, elle nous le dit. Mais bon, là, elle nous l'avait pas dit. C'est curieux, car cela n'arrive jamais. Alors forcément, les parents d'Alicia s'inquiètent. Elle me faisait ses petites confidences. Je suis sa maman. Elle était en confiance. Et là, elle m'avait rien dit. Je comprenais pas. C'est quelque chose de curieux, quoi. Parce que Alicia nous disait tout, quoi. Alicia, c'est la petite dernière. C'est la prunelle de leurs yeux, à la fois pour Bernard, pour Jacqueline, et pour les deux sœurs également, qui étaient très protectrices envers Alicia. Sauf qu'en réalité, Alicia a menti à sa famille. Jacqueline et Bernard vont le comprendre 2 jours plus tard. À 20h, donc, j'entends mon téléphone qui sonne. Je réponds. C'était sa copine qui nous dit « Bonjour Jacqueline, j'ai quelque chose à vous dire, mais je peux pas vous le dire par téléphone. » Moi, je me dis pourquoi elle veut pas le dire. Bon, mais qu'elle vienne à la maison, quoi. Nous le dire. Enfin, se poser quand même des questions le temps qu'elle arrive ici. Qu'est-ce qu'elle va nous annoncer? Et là, donc, elle arrive, c'était 20h15. Elle tournait en rond, elle savait pas trop comment me dire. Là, je sentais bien qu'elle était gênée. Je vous explique, Alicia est partie en Guyane et on trouve plus sa trace. J'étais sidérée, je comprenais rien, mon mari non plus. Et qu'est-ce que c'est cette histoire? Pour nous, vendredi, elle était à Paris, quoi, le week-end. Donc là, on tombe quand même des nues, quoi. Pourquoi Alicia aurait-elle menti? Pourquoi serait-elle repartie en Guyane sans rien dire? Sous la pression de Jacqueline et Bernard, la copine finit par révéler qu'il y a un garçon là-dessous. Célibataire depuis quelques mois, Alicia s'était inscrite sur un site de rencontre. Elle nous dit, elle est partie rejoindre un fameux Albert. Alors, on comprenait toujours pas. Alors, on dit, mais qu'est-ce qu'elle est partie pour une rencontre amoureuse? Tomber amoureuse, un coup de foudre comme ça, partir à 8000 km sans nous le dire. Hein. Ce qui est assez curieux, c'est qu'elle n'en parle pas à ses parents. Elle aurait très bien pu dire, j'ai rencontré quelqu'un de formidable, il est un peu plus âgé que moi, etc., etc. Or, elle ne dit rien. Elle ne dit rien. C'est pas du tout les habitudes à Alicia de partir comme ça sur un coup de tête, rencontrer un homme alors que il y a assez sur Bordeaux. Sa copine là sur Albert, elle connaissait qu'Albert. Parce que moi je l'ai cuisiné quoi, et je lui dis mais tu sais pas son nom? Elle dit non, là t'as pas de photo? Non. Elle nous dit rien du tout cette copine là. Mais il y a bien plus angoissant. La meilleure amie d'Alicia explique que depuis 24 heures, leur fille est totalement injoignable. Et en effet, lorsque ses proches tentent à leur tour de l'appeler, ça sonne dans le vide. Quand moi je lui envoyais un message, elle répondait de suite. Et là, elle ne répondait pas, quoi. On l'appelait déjà, moi j'ai appelé aussitôt. Je sais pas combien de fois, bon, réponds-nous Alicia, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais en Guyane? Rien ne répondait. Moi, j'avais vraiment une inquiétude profonde au fond de moi, quoi. J'étais très, très inquiète. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, là. Il s'est passé un problème, quoi. Là j'étais tout affolé, je dis, on pense au pire, hein, aussitôt. Hein. On pense qu'elle s'est fait embarquer, voilà. Bernard craint que sa fille ait été enlevée et qu'elle soit en danger. Il décide alors de donner l'alerte en contactant directement les gendarmes de Guyane. Mais il ne s'arrête pas là. Il prend une initiative qui va vite porter ses fruits. Monsieur Faye est quelqu'un d'actif. Il n'attend pas. Il interroge. Il utilise les réseaux sociaux, bien évidemment. Et donc, il fait sa petite enquête. J'ai lancé un appel sur Facebook et j'avais marqué un gros message disparition de notre fille, voilà, Alicia Faye. Plus de nouvelles, bon, avec sa photo, tout ça. Cet appel à témoins, il a été relayé, partagé, il a inondé les réseaux de par la beauté d'Alicia. Désolé, mais c'est un fait aussi, c'est-à-dire qu'elle attire le regard. En quelques heures, du dimanche soir jusqu'au lundi matin, toute la Guyane était au courant qu'une jeune fille, une jeune femme, avait disparu. Grâce à l'appel à témoins, les parents d'Alicia ont bon espoir de retrouver rapidement la trace de leur fille. Il faut dire que partout où elle va, la jeune femme ne passe pas inaperçue.
Si je sais que tu mènes la vie, que tu l'aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Me donne tous Aya, tes emblèmes, me touche Lisa et Félicia étaient les plus proches amies d'Alicia. Elle confirme que la jeune femme était le centre d'attraction de sa bande de copains. Alicia, c'est quelqu'un de pétillante, vraiment pétillante. Une femme très solaire, toujours là avec son sourire. On a envie de sourire avec elle. Alicia était toujours très très belle et elle plaisait beaucoup. Elle était très joyeuse et elle encourageait tout le temps. Fais ta mal, fais ta mal, fais ta mal, fais ta mal, besa, 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 besa. Elle était quand même assez charismatique, elle avait de la prestance. Quand elle parlait, elle était sûre d'elle quand même. Même quand elle dansait, on l'a remarqué quand même. C'est la shyness, ouais. Toujours en train de faire la fête, toujours en train de rigoler. C'était une fêtarde. Mais elle savait être sérieuse. Elle avait quand même la tête sur les épaules, elle savait quand même... elle savait ce qu'elle faisait. Et c'est vrai qu'elle donne pas sa confiance comme ça, hein. On l'a pas comme ça, hein. À en croire ses amis, Alicia n'était pas du genre à se laisser entraîner et à faire n'importe quoi. Et puis en cas de problème, elle savait se défendre. Pendant son enfance et son adolescence, elle a pratiqué la boxe dans le club tenu par son père. C'est la mascotte du club. Elle aimait beaucoup la boxe, quoi. Elle est arrivée à un assez bon niveau puisqu'elle a été championne de Nouvelle-Aquitaine et elle a fini 3e championnat de France une année. Je pense que le caractère vient de là. C'est une fille qui n'a peur de personne. S'il faut rentrer dans le tas, elle rentre dans le tas. Alicia avait un tempérament de feu. Il faut savoir quand même que si on lui cherchait des broutilles, elle était là, elle savait répondre. L'entourage d'Alicia est donc confiant. Tous sont persuadés que la jeune femme va réapparaître. Seulement, c'est une terrible désillusion qui les attend. Car en Guyane, la belle bordelaise a vécu un véritable cauchemar. Le 15 mars 2021, alors que les proches d'Alicia sont sans nouvelles de la jeune femme depuis 3 jours, des enquêteurs de la police judiciaire de Bordeaux sonnent à la porte du domicile familial. On comprend tout de suite qu'il y a un gros problème. Donc moi, très inquiète, j'étais voir la policière et je l'ai serrée dans mes bras, je l'ai suppliée de me dire qu'est-ce qui se passait. Ne me dites pas que ma sœur est morte. Elle a regardé au sol, elle m'a regardée et elle m'a dit « Si, votre sœur est morte ». Tout s'effondre, on veut pas le croire. On se demande, c'est pas elle. Ils se sont peut-être trompés. On ne croit pas que c'est elle. C'est d'une violence... On n'est même plus sur cette terre, quoi, hein. Quand on apprend une nouvelle comme ça, on est complètement abasourdi. C'est très dur. C'est horrible. En fait, moi, ce qui me tue, c'est qu'elle a 25 ans, quoi. C'est horrible. Elle a rien vécu pour moi. Enfin, c'est tout bête, mais elle a rien vécu. Tout bascule parce que nous, on la croit à Paris. On croit qu'elle s'amuse à Paris. Et puis tout d'un coup, on vient nous dire qu'elle est en Guyane. Et puis le lendemain, on vient nous dire que notre fille, elle est morte. Voilà, assassinée. En l'espace de 2 jours seulement, la vie de la famille Faye bascule dans l'horreur. D'autant qu'ils apprennent que la mort d'Alicia n'est sans doute pas due au hasard. Il y a tout de suite une colère, surtout la façon dont elle est décédée, on l'a exécutée. On s'écroule, quoi. On s'écroule. Là, elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il nous dit, voilà, ils ont tiré une balle dans la tête, voilà. C'est inhumain de faire ça. C'est des bourreaux, des monstres. C'est ça qui est dur, c'est que on l'a abattue comme si c'était un criminel. Alors qui a pu en vouloir à Alicia
au point de lui ôter la vie aussi sauvagement. Pour tenter de le comprendre, il faut revenir en arrière, 48 heures plus tôt, sur les lieux où le corps de la jeune femme a été découvert. Nous sommes le 13 mars 2021 dans le quartier de la Route de Raban. Une zone populaire, non loin du centre-ville de Cayenne. Sur cette route de Raban, qui fait un peu plus de 2 kilomètres, il y a, c'est mélangé, c'est-à-dire qu'il y a des lotissements, il y a des immeubles assez récents, et il y a également donc ces squats, ces habitats spontanés, illégaux. La nuit tombée, c'est un quartier qui change complètement de physionomie. Ça peut devenir parfois un peu plus dangereux. C'est là qu'habite Lélia. Ce jour-là restera gravé dans sa mémoire. Comme chaque samedi matin, il est 10h30, un livreur prend la direction de la maison de ses parents. Ce livreur, il vient tous les samedis chez cette famille qui habite route de Raban. Il vient leur amener des fruits de mer. Et donc, il s'engage dans ce chemin. Et là, il s'arrête net. Il n'avance plus. Il hurle. Il klaxonne. Je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je dis, mais monte! Et il continue à klaxonner. Et il vient un peu en furie. Il me dit, il y a une fille qui est morte. Voici l'endroit où a été retrouvé le corps d'Alicia. Il porte toujours le souvenir du drame. On tombe des nues, quoi. On dit, il y a une fille qui est morte, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Il me dit, oui, elle est au milieu du chemin. Donc mon père se précipite pour aller voir. Et moi, je reste en retrait. Mon père s'avance. Et effectivement, on voit le corps d'une jeune femme. Je vois juste ses cheveux. À aucun moment, j'ai vu son visage. Sa tête était tournée, comme ça. Et cette image-là, de voir cette jeune femme gisant à terre, c'était inimaginable, quoi. Le corps est allongé sur le ventre. C'est une masse inanimée et avec beaucoup de sang. Et elle gît dans une mare de sang, ce qui veut dire qu'elle a été tuée là et elle n'a pas été bougée. C'est pas un corps qu'on a déposé à cet endroit-là. Personne ne le sait encore, car la victime est inconnue dans le quartier. Mais il s'agit bien d'Alicia Faye. Elle n'a pas ses papiers sur elle, mais les policiers vont vite faire le rapprochement. Grâce, souvenez-vous, au signalement de son père. Et très vite à Cayenne, le meurtre d'Alicia fait la une des médias. Alicia Faye ne reverra jamais sa région natale. C'est son corps inerte que les enquêteurs analysent sur cette scène de crime quartier Raban à Cayenne. Ça a martyrisé, je peux vous dire, une partie de la population, et notamment le quartier de Raban. Maintenant, on savait qui était cette jeune femme qui était morte sur notre terrain, et on se dit, mais pourquoi, en fait? Pourquoi avoir tué une si jolie jeune femme qui paraissait si douce? La première chose qui vient à l'esprit, justement, des habitants, c'est l'émoi et le choc, et on ne saurait être différent à ce moment-là quand on apprend qu'une jeune femme a été retrouvée et qu'elle venait de faire plus de 8000 kilomètres. Et si cela marque autant les esprits, c'est parce que le type de blessure est peu commune. Il y a surtout quelque chose qui prend directement de stupeur les enquêteurs. C'est cette marque d'impact de balle, donc en plein milieu, entre les deux yeux, au niveau de la tête. Ce serait une balle tirée par l'arrière du crâne. Un modus operandi assez professionnel. C'est assez rare en Guyane, je n'ai jamais vu un tel dossier. En Guyane, c'est pas des choses qu'on voit tous les jours, quoi. Enfin, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Mais c'est une violence, enfin, c'est inimaginable, quoi. À quelques mètres du corps, un étui de calibre 9 mm est repéré, mais l'arme du crime reste introuvable. Et au vu du mode opératoire, un tir précis à bout portant, les enquêteurs concluent qu'ils ont affaire au crime organisé. Ce n'est pas tout. Avant d'être abattue, Alicia aurait tenté de s'échapper. En vain. Elle a beaucoup de coups, de marques sur le visage, également un petit peu sur les bras. Le corps est tuméfié, comme si elle s'était battue. Il fait noir le soir, il fait vraiment noir. Donc, je n'ose même pas imaginer la peur peut-être qu'elle a pu avoir. À Bordeaux, après le choc de l'annonce du décès d'Alicia, ses proches sont envahis par la colère. Et ils veulent avant tout comprendre pourquoi la jeune femme a pu mourir dans de telles conditions. Les bourreaux qui lui ont fait ça, comment on peut tirer sur une jeune fille derrière, la battre comme un chien? Elle méritait pas ça.
ma fille. C'est horrible. Franchement, j'ose même pas imaginer ces moments où elle devait avoir peur. Là, vraiment, elle devait avoir peur. Elle devait voir la mort devant elle. D'imaginer ça, c'est horrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a souffert? Pourquoi elle est repartie là-bas? Qu'est-ce qu'elle a été faire là-bas? Tout ça tourne en boucle, en fait. Mais qu'a bien pu faire Alicia Faye pour être si sauvagement tuée? Qui est derrière tout ça? Et surtout, que faisait-elle dans ce quartier dangereux en pleine nuit? À Cayenne, dans le quartier Raban, quelques heures après la découverte du corps d'Alicia, les policiers espèrent recueillir des témoignages. Débute alors une enquête de voisinage. Lélia déclare avoir entendu du bruit vers 1h du matin. Il y a le chien qui aboyait. C'était vraiment insistant. À un moment donné, c'est vrai que j'ai entendu comme une espèce de détonation. Souvent, il y a des pétards qui sont allumés, donc ça m'a pas interpellée plus que ça. D'autres voisins déclarent aussi avoir entendu un bruit sourd, mais les horaires ne concordent pas. Certains parlent de 1h du matin, l'autre de 3h30, un autre de 4h, 4h30. Ça s'explique généralement dans ce genre de situation. Les gens ont des souvenirs un peu diffus. C'était en pleine nuit. Le rapport d'autopsie indique qu'Alicia Faye serait morte entre 1h et 5h du matin, une plage horaire très large. Et comme il n'y a pas de caméra de surveillance dans le secteur, l'enquête s'annonce complexe. Alors, pour tenter de retracer les dernières heures de la jeune femme, les policiers de Cayenne vont solliciter leurs collègues de Bordeaux. Elle a été abattue quelques heures juste après son arrivée avec l'avion depuis l'Hexagone, depuis le départ de Bordeaux, puis Paris, et direction Cayenne. Pour des raisons évidentes d'efficacité, le parquet de Cayenne co-saisit à la fois la PJ de Cayenne et la PJ de Bordeaux. Au commissariat, les policiers interrogent la meilleure amie d'Alicia. C'est elle qui avait prévenu les parents de la jeune femme de son départ mystérieux pour la Guyane. Et elle se révélera être un témoin clé de l'affaire. Cette jeune fille, elle donne des éléments très précis qui permettent justement de retracer le parcours d'Alicia. La copine était en contact avec Alicia dès la descente de l'avion sur le réseau Snapchat. Alicia est là pour attendre quelqu'un. Quelqu'un est venu la chercher à l'aéroport pour la conduire à l'hôtel. Donc la vraie question, c'est qui est ce type? Interrogée sur l'identité de ce mystérieux individu venu chercher Alicia, la copine reste muette. Les policiers vont alors lui mettre la pression. Et à la fin de son audition, elle confie un élément qui va tout changer. Elle lâche une information qui va sonner comme un détonateur, en fait, aux yeux des enquêteurs, c'est-à-dire qu'elle évoque une somme de 25 000 € qu'aurait transporté Alicia. Et là, ça change tout, parce que c'est plus un voyage touristique, c'est plus un voyage amoureux, ça ressemble à autre chose. Étant donné le profil d'Alicia, les policiers s'attendaient à tout sauf à ça. La jeune femme aurait pris l'avion entre Paris et Cayenne avec une valise pleine d'argent liquide. À cet instant, l'enquête bascule. Quand on est enquêteur et qu'on entend ça, on pense au transport de drogue. Et au transport de l'argent de la drogue. Les enquêteurs, ils se disent tout simplement, c'est peut-être une trafiquante. Ils ont l'habitude, hein. Les mules, c'est quelque chose de régulier, de fréquent, dans un sens ou dans l'autre. Il y en a un, on amène les stupéfiants, de l'autre, on amène l'argent. Dans le jargon de la police, les mules sont ces individus chargés de faire des allers-retours entre la Guyane et l'Hexagone pour le compte de trafiquants de cocaïne. Et ce phénomène est un véritable fléau. Dans chaque avion qui décolle de la Guyane, il y a entre 15 et 30 mules de différents profils. Ça peut être des jeunes comme des moins jeunes. On peut avoir des jeunes filles, des mères de famille. Les profils évoluent et les trafiquants s'adaptent. On recrute des jeunes qu'on appelle métros qui viennent de l'Hexagone, y compris des jeunes de bonne famille. À Saint-Louis-de-Montferrand, les parents d'Alicia sont sous le choc. Pour eux, il est inconcevable que leur fille ait trempé dans un trafic de drogue. C'est pas Alicia, c'est pas elle, c'est pas sa nature de faire des choses comme ça. C'est ça nous
trotte dans la tête, on comprend pas là. Notre fille, c'est pas une crapule, c'est pas une criminelle. Qu'est-ce que transporte 25 000 euros? Enfin, moi, je me dis, elle n'a pas du tout le profil, notre fille, de faire ce trafic-là. En tant que parent, vous vous posez énormément de questions. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai raté, surtout? Qu'est-ce que j'ai raté dans l'éducation de ma fille? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Alors Alicia cachait-elle à sa famille une facette de sa personnalité? Pour y voir clair, les enquêteurs épluchent les comptes bancaires de la jeune femme et très vite, ils s'aperçoivent que ces 25 000 euros ne peuvent pas provenir de ses fonds propres. Et là, clairement, ça colle pas parce que elle avait quasiment rien, elle était souvent à découvert. Elle avait même eu du mal à payer son deuxième séjour en Guyane. Les policiers cherchent à comprendre comment Alicia a pu acheter son billet d'avion. C'est au niveau de Cayenne que ça va matcher, dans une petite agence de voyage. Et là, ça a été payé 600 euros en espèces par un illustre inconnu qui n'a pas laissé de traces. Mais qui est ce mystérieux individu qui serait venu chercher Alicia à l'aéroport? Pourrait-il, lui aussi, être impliqué dans un trafic de stupéfiants? Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Alicia Faye. Dans la seconde partie, vous allez découvrir pourquoi la jeune femme avait caché à ses parents la véritable destination de son voyage. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Alicia Faye, vous allez découvrir pourquoi la jeune femme avait caché à ses parents la véritable destination de son voyage. Avec moi, vous entendrez les voix de Jacqueline, Audrey et Laetitia, mère et sœur d'Alicia, celles de ses amis, des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. 3 jours après qu'Alicia ait été retrouvée sans vie, les policiers de Cayenne se rendent à l'aéroport. Ils saisissent les bandes de vidéosurveillance du jour de l'arrivée de la jeune femme. Et très vite, ils la repèrent sur les images. On voit la jeune femme sortir de l'aéroport. Elle a le pantalon noir, la chemise blanche, les baskets blanches. Alicia est interpellée par une personne. Cet individu, il est de morphotype guyanais. Oui, il a entre 25 et 30 ans. On distingue un jeune homme grand, plutôt athlétique, qui est donc à proximité immédiate d'Alicia et qui est en interaction avec elle. Les policiers ont désormais la preuve qu'un homme est bel et bien venu chercher la jeune femme. Sur les images, on le voit emmener Alicia jusqu'à un véhicule. C'est une Peugeot 3008 dans laquelle va donc embarquer Alicia. C'est elle-même qui fait monter sa valise dans la voiture. Mais manque de chance, la caméra est trop loin et on n'arrive pas à prendre la plaque d'immatriculation de ce véhicule. Et après, on perd le véhicule. Mais il y a quand même une belle avancée. On a un visage, donc c'est pas tout à fait rien. Pour les enquêteurs, l'homme venu chercher Alicia détient forcément la clé de l'énigme. Pour retrouver la trace de l'inconnu de l'aéroport, les policiers vont éplucher la téléphonie d'Alicia. La jeune femme est géolocalisée peu de temps après son arrivée à Cayenne, dans un hôtel du centre-ville, l'hôtel Amazonia. Sur place, les enquêteurs demandent à consulter le registre des réservations. Les enquêteurs ont passé les chambres des 5 étages de cet hôtel. Ils n'ont pas trouvé de réservation au nom d'Alicia ni d'Alicia Faye. Un employé de l'hôtel dit, mais attendez, moi cette jeune fille, je vois très bien qui c'est. Et une chambre a été réservée, mais à un autre nom, un certain Dan Langorn. Ce fameux Dan Langorn aurait été vu accompagnant Alicia à l'hôtel, et c'est même lui qui aurait payé sa chambre. Les policiers, à partir du moment où ils récupèrent le nom de Dan Langorn, ils vont interroger leur fichier, et là ils vont pas être déçus. Dan Langorn, le voici. C'est un jeune Guyanais de 24 ans. Et en effet, il ressemble en tout point à l'homme venu récupérer Alicia à l'aéroport. Il est aussi propriétaire d'une Peugeot 3008. Et ce n'est pas tout. Dan Langorn match avec un passé qui paraît
particulièrement chargé. Il est connu des services de police pour avoir notamment été mêlé à une histoire d'utilisation d'armes à feu. Il a fait de la prison. Il avait tiré avec une arme sur un collègue du régiment. C'était en 2019. À l'époque, Dan Langorn était militaire. Et à cause de l'incident, il a passé 1 an derrière les barreaux. Mais c'est ce que l'homme a fait depuis sa sortie qui intrigue les policiers. Car il a effectué de nombreux voyages vers des destinations qui le relient à Alicia. Force est de constater qu'on retrouve énormément de déplacements de Dan Langorn en direction de Bordeaux, de Paris ou encore des Pays-Bas. C'est pas un voyage tous les 6 mois, c'est très régulièrement. L'interrogation, c'est avec quel argent il se paye tous ces voyages. Le jeune homme employé chez EDF gagne le SMIC. Difficile de croire qu'il puisse financer lui-même autant d'allers-retours en Europe. Tout cela rajoute les soupçons de participation à un trafic de stupéfiants de Dan Langorn. Pourtant, à Cayenne, Dan Langorn apparaît comme un jeune homme plutôt bien inséré. C'est un jeune homme, tout ce qu'il y a de plus banal. Lorsque je le regardais, je n'avais pas le sentiment qu'il y a un profil de dangerosité spécifique. J'ai grandi à la cité où Dan a grandi et j'ai déjà échangé avec lui et c'est un jeune très calme. Pour mon anniversaire, il était venu avec un camarade à moi, avec sa compagne et j'ai pas ressenti que c'était des personnes agressives, mais j'ai vu des gens assez sympas. Dans le profil du jeune homme, il y a tout de même un dernier élément troublant. Il habite à Nova Park, un quartier tout proche des lieux du crime. Simple coïncidence? Peut-être pas. Sur les bandes de vidéosurveillance de l'hôtel où est descendue Alicia, la jeune femme est filmée la nuit de sa mort. Elle semble attendre quelqu'un, et pas n'importe qui. Nous sommes le matin du samedi 13 mars 2021, aux environs de minuit et demi, elle quitte l'hôtel. C'est la dernière fois que nous verrons Alicia. Elle attend sur le trottoir pendant quelques minutes et là arrive une Peugeot 3008 et c'est la même voiture qui a été chercher Alicia à l'aéroport, qui l'a amenée à l'hôtel, qui vient récupérer la jeune femme. Nous n'aurons plus jamais entendu ni vu Alicia vivante après ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'Alicia est partie faire dans la voiture de Dan Langorn? Les enquêteurs perdent la trace du véhicule. Mais les caméras de vidéosurveillance de l'hôtel vont repérer un autre étrange manège. Ce 13 mars vers 10h40, alors qu'Alicia est déjà morte depuis quelques heures, Dan Langorn entre dans l'hôtel. Et il n'est pas seul. Ce monsieur Langorn, accompagné de sa concubine, serait intervenu 2 fois dans la chambre d'hôtel. Et puis surtout, ils vont ressortir les mains chargées. Ce sont les affaires d'Alicia qu'ils ont récupérées. Pourquoi Dan Langorn et sa compagne repartent-ils avec tous les bagages d'Alicia? Sont-ils liés au meurtre de la jeune femme? Une chose est sûre, le couple devient fortement suspect. Le 17 mars 2021, 4 jours après le meurtre d'Alicia Faye, les enquêteurs sont sur le point de placer en garde à vue Dan Langorn, mais ils vont être pris de court. Il va y avoir un coup de Trafalgar, entre guillemets. Dan Langorn se présente au centre de police de Cayenne en demandant à être entendu, en disant « J'imagine que vous allez finir par vous intéresser à moi et peut-être même me soupçonner, donc je préfère prendre les devants. » Et c'est tout naturellement que Dan Langorn reconnaît être allé chercher Alicia à l'aéroport. C'est elle qui lui aurait demandé, car ils s'étaient rencontrés quelques mois plus tôt à Bordeaux. Il explique qu'il avait rencontré Alicia quelques mois auparavant, en décembre 2020, en périphérie de Bordeaux, à Bègles notamment, en marge d'une soirée. Ils se seraient plu, ils auraient échangé leur Snapchat, ça se serait terminé dans une chambre d'hôtel, ils auraient eu donc une relation à ce moment-là. Mais pour les enquêteurs, cette explication ne colle pas. Car souvenez-vous de ces images de vidéosurveillance prises à l'aéroport. Alicia arrive de Bordeaux et c'est précisément Dan qui vient la chercher. Or, les images donnent l'impression qu'ils ne se connaissent pas. Pas un geste tendre, pas un regard prouve une complicité entre les deux. Les images de vidéosurveillance de l'aéroport de Cayenne
contredisent cette version. On voit deux personnes qui ne se connaissent pas se rencontrer. Il n'a pas eu de contact physique, il n'y a même pas attrapé le bras, il ne l'a pas enlacé. Tout cela laisse une interrogation aux enquêteurs. Est-ce qu'il dit bien la vérité sur cette histoire sentimentale? Mais le jeune homme persiste et ne s'arrête pas là. Il révèle aux policiers que si Alicia est venue en Guyane, c'est dans un but bien précis. Il explique aux enquêteurs qu'Alicia était en fait dans un trafic de cocaïne. Il se défend comme il peut, il charge la victime, ce qui est une stratégie comme une autre. Hein. Il se dédouane, moi je n'ai rien à voir avec ça. Mais Alicia, effectivement, est une mule, elle est là pour ça. Les enquêteurs disent stop. Ils décident de changer le régime de l'audition libre en garde à vue. Le ton se durcit pour essayer d'obtenir des réponses un peu plus précises et peut-être un peu plus justes. Sans tarder, les policiers vont aussi perquisitionner le domicile de Dan Langorn. Et ce qu'ils y découvrent ne va pas arranger ses affaires. Les enquêteurs retrouvent 1100 € emballés dans du cellophane. Ils retrouvent également 500 € en billets dans la chambre du couple. Des vêtements de marque, de luxe, de nombreuses chaussures également, qui vont bien au-delà du style de vie qu'auraient pu avoir ces personnes si on se limite à leur revenu officiel. Et ce n'est pas tout. Dans la 3008 de Dan Langorn, les enquêteurs retrouvent également 3000 € en espèces dans le vide-poche. Alors, il y a de l'argent sous cellophane, emballé sous cellophane. Et les policiers se demandent s'il n'y a pas un lien entre ces 5000 € retrouvés un peu éparpillés partout entre la maison et la voiture et les 25 000 € qu'avait Alicia sur elle. Au commissariat de Cayenne, suite à l'accablante perquisition, la garde à vue de Dan Langorn s'annonce décisive. Et le jeune homme continue d'avoir réponse à tout. Voilà comment il va justifier les allers-retours dans la chambre d'hôtel d'Alicia quelques heures après sa mort. Alicia lui aurait dérobé de l'argent alors qu'elle l'attendait dans la voiture. Il explique avoir fait le constat de la disparition de 300 € dans son véhicule. C'est pourquoi il serait retourné à la chambre d'hôtel pour récupérer cet argent le samedi matin. Il fait passer Alicia pour une voleuse. Les enquêteurs ont devant eux quelqu'un de froid, qui répond aux questions sans émotion particulière, très détaché. Dan Langorn est actuellement en détention provisoire à la prison de Rémire-Montjoly près de Cayenne. Il a accepté de nous donner sa version des faits. Voici ce qu'il prétend au sujet du vol des affaires d'Alicia. Oui, ça, je ne vais pas nier les trucs. Il y a les caméras, et je sais que je l'ai fait. Elle m'avait piqué les sous. Moi, j'étais venu récupérer ce qu'elle me devait. Et quand j'ai vu qu'elle n'était pas là, vas-y, je prends ses affaires pour faire pression. En fait, c'est l'erreur que j'ai faite, peut-être. Si je savais qu'elle était morte, croyez-moi, je ne retourne pas là-bas. Pour rien au monde. Comme face aux policiers, Langorn continue de nier toute implication. Pourtant, à l'époque, en garde à vue, il avait fini par avouer avoir vu la jeune femme la nuit du crime. Dan Langorn finit par reconnaître qu'il est retourné à l'hôtel à minuit 42, récupérer Alicia et être parti avec elle à minuit 46. Là encore, interrogé à ce sujet, Dan Langorn assure que cela ne fait pas de lui un meurtrier. S'il est allé chercher Alicia au milieu de la nuit, ce serait uniquement pour lui rendre service, car elle avait un rendez-vous. Moi, elle m'a demandé de la déposer. Je suis arrivé, je l'ai déposée, elle est descendue, j'ai vu qu'elle connaissait les gens. Elle m'a dit « je te rappelle » et qu'elle n'avait pas de véhicule, puisque je devais la ramener. Moi, j'attendais son coup de fil. Je suis rentré chez moi, tranquille. Et puis, elle ne m'a jamais rappelé. J'ai fait le taxi pour elle, en fait. Je me retrouve, on m'accuse de meurtre, de tout le tralala, dans un trafic de drogue, alors que je suis innocent. Je n'ai rien à voir dans tout ça. Reste qu'aux yeux des enquêteurs, Dan Langorn est fortement suspect. Car il y a encore plus compromettant. En passant le véhicule au Blue Star, les experts ont trouvé des traces de sang dans sa voiture.
C'est sans appel. L'habitacle a bel et bien été nettoyé. Il y avait du sang. Il y avait du sang en quantité. Il y en a un peu partout. Il y en a même sous le pommeau de la boîte de vitesse, les sièges avant, passagers, conducteurs, à l'arrière et dans le coffre. Les résultats des analyses de sang permettent de confirmer avec certitude que le sang retrouvé en quantité dans la voiture de Dane Longorn est celui d'Alicia. Il n'y a pas que celui d'Alicia, il y a également du sang qui appartient à Dane Longorn. Son sang est mélangé avec celui d'Alicia dans la voiture, ce qui fait penser à une participation de Monsieur Longorn à ce qui est arrivé à Alicia. Nous avons tenté de comprendre ce qui s'est réellement passé dans cette voiture, et voici ce que Dan Longorn affirme. En fait, ces traces de sang, il n'y a pas de rapport. Ça n'a rien à voir avec la cause de sa mort. Je sais qu'elle saignait du nez. S'il y a du sang, cela ne peut être que ça. À aucun moment je me suis bagarré avec elle. À aucun moment, je lui aurais donné la mort. Honnêtement, je vous dis la vérité. Si j'ai fait un crime, je disparais. Mais je n'ai rien à voir dans ça. Il y avait du sang partout dans la voiture. Il veut nous faire croire que c'était ma fille qui avait saigné du nez. Franchement, il se moque de qui? Elle a jamais saigné du nez, Alicia. Mais pourquoi il ment comme ça? C'est une ordure. Dès lors, les parents d'Alicia imaginent ce qui a pu se passer la nuit de la mort de leur fille. Ça a démarré sûrement dans la voiture, hein. Mais bon, il y a du sang de Longorn, donc lui, il a pris un shoot. Il y a du sang d'Alicia, donc il n'y a pas photo, quoi. Il y a eu lutte dans la voiture. Elle est partie au combat, quoi. Alicia ne s'est pas laissée faire. Ma fille fait de la boxe et ça a dû lui faire bizarre, hein, de voir une femme qui se défend. Et son ego, bien sûr, en a pris un coup. Donc la petite a réussi à se dégager et puis elle s'est échappée de cette voiture. Elle a trouvé que ce chemin, malheureusement, elle est partie dans ce chemin et puis ça a dû se passer rapidement. Mis en examen pour le meurtre d'Alicia, Dan Longorn ne confirme pas ce scénario et continue de clamer son innocence. Selon lui, Alicia serait partie dans la nuit avec un inconnu. Des explications que les proches de la jeune femme vivent très mal. Et c'est des choses, cet homme. Même sa compagne, hein. Ils savent des choses, hein. Comment ils peuvent continuer à ne pas donner des détails sur ce qui s'est passé? Cette jeune femme-là, pourquoi elle parle pas? Elle a des enfants, cette personne-là. Elle est maman. Si un jour on fait ça, c'est un de ses enfants, quelle est la mère qui peut accepter ça? On peut pas. C'est inimaginable. Alors, comment Alicia a-t-elle pu se retrouver mêlée à une telle histoire? En novembre 2020, en pleine crise sanitaire, l'entreprise de café où travaillait la jeune femme met un terme à son contrat. Elle aimait beaucoup ce boulot et quand elle a perdu, elle était pas très bien. Financièrement, c'était devenu dur, hein. Moi, elle m'avait appelé en pleurs, elle en avait marre. Ça a été catastrophique, hein. Il faut payer les factures, il faut payer le loyer. À ce moment-là, Alicia est au chômage. Elle touche 900 € de Pôle emploi et son loyer s'élève à 400 €. Difficile pour elle de joindre les deux bouts. Pour autant, elle ne veut demander de l'aide à personne. Elle voulait pas embêter, elle était comme ça, Alicia. Elle était indépendante et elle voulait y arriver. Et c'est vrai qu'Alicia avait tendance à nous cacher, elle nous donnait une image d'elle où ça allait très bien. On pouvait pas vraiment détecter qu'il y avait un problème, quoi, ou qu'elle allait vraiment mal, quoi. Prise à la gorge par ses problèmes d'argent, Alicia envisage une solution radicale. Acheter et vendre de la drogue. Elle en parle même à ses amis. Il y avait une fois où elle m'avait dit que si elle était vraiment dans la merde, elle avait de quoi se retourner, quoi. Elle cherchait un moyen de faire de l'argent. Elle a demandé à des personnes qui avaient certains contacts, on va dire, et c'est comme ça qu'elle a commencé. Alicia saute le pas et se rapproche de trafiquants de la région bordelaise qui ont su trouver les mots pour la recruter. Ils ont des très très bons arguments. C'est comme des commerciales, hein. T'es commercial, tu sais vendre ton produit.
Ils savent vendre leur business, on va dire. D'abord, on lui fait miroiter des voyages en Guyane, l'Amérique du Sud, un continent qu'elle ne connaît pas, mais principalement, on lui fait miroiter de l'argent facilement gagné. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est comme ça qu'en février 2021, après avoir rejoint Paris en train, elle s'envole une première fois pour la Guyane. Elle ment à sa famille. Elle leur dit qu'elle part chez une amie guyanaise. En fait, elle séjourne seule dans un petit hôtel de Kourou, à 45 km de Cayenne. Sa mission, transporter de l'argent en liquide en grande quantité à l'aller et ramener de la cocaïne dissimulée dans sa valise au retour. Mais Alicia ne va pas y gagner autant qu'elle l'espérait. Elle n'aurait pas perçu l'argent qu'elle aurait dû percevoir et qu'on lui avait promis. Elle devait toucher 10 000 euros. Elle a touché 1 500 euros. C'était rien. Ils vendent beaucoup de rêves, mais c'est pas ce qu'on croit. Contre toute attente, 3 semaines plus tard, la jeune femme décide de repartir. Je lui avais dit clairement, ne le fais pas, ça peut être très dangereux. Ça, elle était très très bornée. Elle m'a dit que là, c'était pas pareil, que c'était pas les mêmes personnes, qu'il y avait des garanties, que les douaniers étaient payés, qu'il y avait rien à craindre, on va dire. Alors, qui sont ces individus qui l'ont envoyée là-bas? Comment Alicia les a-t-elle rencontrés? Et surtout, qu'a-t-elle fait pour être exécutée de la sorte? En mai 2021, 2 mois après la mort d'Alicia, les policiers bordelais décident de placer en garde à vue 3 amis de la jeune femme qui étaient dans la confidence de ses voyages. Ils cherchaient à savoir s'il y avait des complices ou pas. Après, on n'avait rien à voir avec ça. On a su parce qu'elle nous a dit. Et c'est très 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 dur à vivre parce qu'on a l'impression d'être placé dans la même case que les personnes qui l'ont tuée. Mise sous pression, Aya finit par lâcher le nom de l'individu qui aurait entraîné Alicia dans cette spirale infernale. Il s'appelle Kevin. Il était en lien avec Alicia depuis plusieurs mois. Il a vu qu'elle était vraiment en galère. Il savait les risques qu'il y avait, mais il pensait pas que ça partirait comme ça. Placé en garde à vue, le jeune Bordelais déjà condamné pour trafic de stupéfiants accepte rapidement de coopérer. Il confirme connaître Alicia et surtout il livre aux policiers un nom. Il a mis Alicia en relation avec un certain Stéphane, qui lui aussi vit dans la région bordelaise. Et Stéphane, il est un habitué des allers-retours avec la Guyane. Ce Kevin lui présente en fait la tête de réseau. Stéphane est guyanais. Il serait à la tête d'un vaste réseau de stupéfiants allant bien au-delà des frontières de la France. Stéphane, c'est pas le même calibre. Il lâche très peu d'informations. Face aux policiers, Stéphane prétend ne pas connaître Kevin, ni d'ailleurs le fameux Dan Langorn. Seulement il ment, et les enquêteurs en ont trouvé la preuve. Ils ont été attrapés à Bordeaux le 3 février, un contrôle par la BAC. Ils ont été contrôlés dans une voiture polonaise. On appelle une bande organisée, à savoir des pions, répartis les uns sur le territoire de Bordeaux, les autres sur le territoire guyanais, avec organisation mutuelle. Alicia semble être désignée comme une mule. Donc, Kevin présente Alicia à Stéphane. Stéphane finance le parcours d'Alicia. Et sur place, elle est prise en main par Dan Langorn. Et là, à un moment donné, il y a un truc qui dérape. Au moment du crime, Stéphane et Kevin sont localisés à Bordeaux. Ce ne sont donc pas eux qui ont tué Alicia. Une révélation qui renforce les soupçons contre Dan Langorn. J'ai envie de vous dire que tout accable Dan Langorn. Il vient la chercher à la sortie de l'avion, il la dépose à l'hôtel, il vient la rechercher à 0h46 et il l'emmène je ne sais où et elle va mourir quelques heures après. Dans le véhicule de Dan Langorn, il y a du sang à la fois d'Alicia et de Dan Langorn. L'endroit où on retrouve son corps est à quelques encablures du domicile de Dan Langorn. Et c'est également quelqu'un qui sait manier les armes, puisqu'il est connu pour ça. Reste le mobile du crime. À ce stade de l'enquête, les policiers en envisagent plusieurs.
Parmi eux, le crime crapuleux, surtout que Dan Langorn serait financièrement aux abois. Il y a un peu plus de 5 000 euros qui ont été retrouvés, 20 000 euros qui n'ont pas été retrouvés. Dan Langorn a-t-il braqué ou tenté de braquer Alicia et s'est-il débarrassé donc de cette personne à qui il venait de dérober cet argent? Il a un train de vie qui est largement supérieur à ses revenus. Il a plusieurs crédits, il n'est pas très loin de la banqueroute, soyons très clairs. Autre hypothèse, Dan Langorn n'était pas seul ce soir-là. Il aurait pu confier Alicia à une tierce personne. Est-ce qu'il n'avait pas une dette, lui, de son côté, avec d'autres trafiquants? Il a pu être un maillon d'un autre gang, c'est-à-dire l'amener, la livrer dans un traquenard? Alors, est-ce que c'est lui qui a tiré? Est-ce qu'il l'a fait faire? On le saura de toute façon. Faut qu'il parle. Les investigations sont toujours en cours, mais pour l'instant, aux yeux de la justice, Dan Langorn, sa compagne, ainsi que Kevin et Stéphane, sont présumés innocents. D'autant qu'un rebondissement, survenu près d'1 an après le meurtre d'Alicia, pourrait bien rebattre les cartes. Le 8 février 2022, lors d'un coup de filet antidrogue en Guyane, un couple est arrêté, peut-être les commanditaires de ce vaste réseau. La justice pense qu'ils détiennent la clé du meurtre d'Alicia. Pour Jacqueline et Bernard Faye, apprendre que leur fille chérie a été mêlée à un vaste réseau international de cocaïne est tout simplement insupportable. Ils ont découvert une facette de leur fille qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'auraient peut-être, comme tout parent, jamais aimé découvrir. C'est pas bien ce qu'elle a fait, ça je le sais, j'en suis tout à fait consciente. Mais elle s'est laissée berner, elle s'est laissée manipuler. Quoi qu'elle ait fait, elle méritait pas ça. Ils avaient pas le droit de la tuer. C'est des lâches. Ce qu'on vit, c'est horrible. Et puis la douleur, on aura jusqu'à notre mort, quoi. Un procès d'assises se tiendra à Cayenne dans plusieurs années. Il est trop tôt pour savoir combien d'accusés seront dans le box. Mais une chose est sûre, la famille Faye attend que chacun des protagonistes de ce crime odieux soit jugé. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que tous ces criminels y payent. Mais du plus petit, là, au plus haut, qui soit derrière les barreaux, qui paye le maximum. On n'a plus rien à perdre, hein. Et on a juste à gagner la justice. Et même si la justice passe un jour, le vide laissé par l'absence d'Alicia ne sera, lui, jamais comblé. C'est un manque, moi, c'était chaque seconde qu'elle est dans ma tête, ma sœur. Elle était croyante, moi je suis croyante aussi, et je sais que je la reverrai. Je garde en moi tout le meilleur, et parce qu'en fait, ça sert à rien de faire ça. Ça, c'est que de la destruction, et Alicia n'était pas dans ça. Voilà, Alicia, c'était la vie, c'était la joie, c'était un rayon de soleil. Elle aimait la vie, elle voulait des enfants, elle voulait se marier. Et voilà, ils lui ont ôté la vie. Et ils nous ont brisé la nôtre aussi. Nous, on continue à vivre. Mais on n'est plus pareil. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Alicia Faye. Le 16 octobre 2024, le meurtrier présumé a été libéré de prison dans l'attente de son procès. Il a pris la fuite dès le lendemain. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une traque de plus de 20 ans. Celle de Jacques Rançon, l'un des tueurs en série les plus recherchés de France. Dans les années 90, dans le quartier de la gare de Perpignan, 4 jeunes filles disparaissent, 3 sont retrouvées assassinées, le corps sauvagement mutilé. Avec moi, vous entendrez les voix des mères de ces victimes, celles des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute.
5 mars 2018, cour d'assises des Pyrénées-Orientales. Ce jour-là, s'ouvre le procès de l'homme qui a terrorisé une région entière pendant plus de 15 ans. Voici l'un des rares tueurs en série que la France ait connu. Il nous a tout détruit, il nous a tout enlevé. Il ne nous restait plus rien. C'est l'épilogue tant attendu d'une incroyable énigme judiciaire, l'histoire des disparus de la gare de Perpignan. On n'a jamais vu un meurtre aussi atroce. Le crime a dû être commis par un spécialiste du bistouri. On est sur un tueur d'un autre monde qui se transformerait en monstre à la nuit tombée. Et bien, si j'aurais été là, je l'aurais massacré moi-même. Je l'aurais tué de mes propres mains. Pendant 1 an et demi, j'ai vécu sur mon canapé en pleurant et en attendant le coup de téléphone. Ils ont le sentiment que l'homme peut récidiver à n'importe quel moment. Tout le monde dit, ça y est, c'est lui, il a de nouveau frappé. Tout commence le 21 décembre 1997 à Perpignan. Il est 8h30. En ce dimanche matin, les rues sont calmes dans la cité catalane, pour l'instant du moins. Car un homme est sur le point de faire une macabre découverte. C'est un promeneur du boulevard Ningesser-Écoli qui sort son petit chien et qui découvre, qui voit un corps face contre terre dans un terrain vague, quasiment en face de chez lui. Et à partir de là, évidemment, il appelle la police, immédiatement le commissariat, et tout s'enclenche. Quelques minutes plus tard, les policiers du commissariat de quartier arrivent sur les lieux. Ils s'approchent du corps et constatent que la victime est une jeune femme. Mais ils n'ont encore rien vu, car ce qu'ils vont découvrir est littéralement insoutenable. Ce corps est allongé sur le ventre et il a été totalement déshabillé. Il est nu. Quand les enquêteurs retournent le corps, ils s'aperçoivent que cette victime a subi des mutilations, que ses organes sexuels ont été amputés. Mais qui peut avoir commis un acte aussi barbare? Comment un tel crime a-t-il pu se dérouler ici, en plein centre de Perpignan, à quelques mètres seulement des habitations? Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. On voit bien qu'il s'agit d'un crime sauvage, et pourtant personne n'a entendu de cri. La scène de crime est si insupportable que le substitut du procureur va être pris d'un malaise. C'est vous dire le spectacle atroce que c'était. Cette jeune fille totalement mutilée. Lorsqu'il reprend conscience, le magistrat livre l'identité de la victime. Car il la connaît. Elle s'appelle Mokhtaria Chaïb. Elle n'a que 19 ans. Il a eu à s'occuper de son dossier. Il l'a placée dans un foyer parce qu'elle voulait échapper à l'autorité paternelle qui était un peu dure. Le procureur se souvient d'une jeune femme en rupture avec sa famille. Une étudiante volontaire, bien décidée à choisir sa vie. La beauté éclatante de la victime tranche avec l'horreur des faits. Alors, qui était Mokhtaria Chaïb? Cachait-elle des secrets qui auraient pu la mettre en danger? Les policiers de la police judiciaire de Perpignan entendent les proches de la jeune femme. Tous sont unanimes et vantent ses qualités. Personne ne peut expliquer son meurtre.
Moctaria, c'était une jeune fille très agréable, très jolie, très grande, une chevelure magnifique. Elle est étudiante en sociologie à la fac de Perpignan. Elle veut être infirmière, elle veut travailler dans l'humanitaire. Moi, c'était comme une petite sœur, quoi. Et c'est vrai que tu peux pas comprendre des gestes et comment on a pu lui faire ça, quoi. C'est révoltant. Il y a tout. Il y a le mélange de la colère. Il y a tu comprends pas. C'est une jeune femme dont les amis disent qu'elle était effectivement un véritable soleil, qu'elle illuminait tout ce qui était autour d'elle parce qu'elle était pleine de vie, qu'elle voyait l'avenir avec confiance. Le corps de la jeune femme est transporté à l'hôpital de Perpignan pour être autopsié. Et en attendant cette expertise médico-légale, les enquêteurs tentent de retracer l'emploi du temps de la jeune femme le jour du drame. Ils veulent savoir où et quand elle a croisé son assassin. Moctaria a eu un emploi du temps très précis et très facile à remonter, en fait, puisqu'elle est allée la veille au soir, elle déjeunait chez un ami, Brice, chez qui elle allait régulièrement. Ils ont mangé un plat de pâtes, c'était convivial. Ce soir-là, Moctaria est en pleine forme, comme d'habitude, joyeuse et détendue. Autour de 22h, elle décide de rentrer chez elle, et donc elle quitte à pied le domicile de son copain, et elle a une quarantaine de minutes à marcher entre le domicile de son ami et sa chambre à la cité universitaire. Pour rentrer chez elle, Moctaria a sans aucun doute emprunté la rue Courteline, située près de la gare. Un trajet dont elle a l'habitude. Elle peut emprunter cette voie tout à fait normalement, parce que ça n'est pas un coupe-gorge. Tout est éclairé, c'est les lumières de la ville, ça va, qu'on n'est pas dans une impasse toute noire. Donc elle est rentrée normalement, je pense, elle devait rentrer normalement à la maison, quoi. Seulement les policiers ne trouveront aucun témoin ayant croisé Moctaria ce soir-là. Alors évidemment, toutes les hypothèses sont envisagées. On peut se poser la question dans un premier temps, est-ce qu'elle a fait du stop? Est-ce qu'elle est montée dans la voiture de quelqu'un qu'elle connaissait? Ou est-ce qu'elle a fait tout le chemin à pied et que sur ce chemin, elle a fait une mauvaise rencontre? Pour les policiers de la police judiciaire de Perpignan, c'est l'impasse. Ils n'ont pas de témoins et aucun indice. Seules les chaussures de la victime ont été découvertes dans le jardin d'une maison à proximité du terrain vague. Seulement les analyses ADN effectuées ne donnent rien. C'est le médecin légiste qui va apporter des informations cruciales pour l'enquête. Moctaria a été tuée, il y a des coups de couteau, manifestement. Elle a été plus ou moins étranglée. En tout cas, il y a des coups qui ont été portés à la tête. Ça, c'est manifeste d'emblée. Les mutilations corporelles infligées à la victime retiennent l'attention du légiste, car elles ont toutes été effectuées après la mort de Moctaria. Les mutilations qui sont faites sur le corps sont des mutilations à caractère sexuel, très prononcées. Les mutilations sur son corps semblent l'acte d'une personne qui avait des compétences anatomiques poussées. Les médecins légistes pensent que le crime a dû être commis par un spécialiste du bistouri. L'enquête avance. Le profil du tueur semble se dessiner. Peut-être un médecin, peut-être un boucher, peut-être un vétérinaire, mais ses organes sexuels ont été amputés avec une précision quasi chirurgicale. Le médecin légiste est formel. Celui qui a procédé à ces interventions était un professionnel de la santé. Tout est au millimètre près. On a vraiment l'impression que c'est un chirurgien qui a procédé à ce découpage. Les opérations de mutilation ont pu prendre 1h30 avec un éclairage suffisamment fort pour que la personne qui ait commis ça parvienne à ses fins, et qu'ensuite le corps, vraisemblablement,
a été déposé sur ce terrain. La nouvelle du meurtre de Mokhtaria se répand dans Perpignan. Le mode opératoire du tueur glace d'effroi la population. Perpignan est un département touché par la criminalité. On a beaucoup d'affaires ici, mais on n'a jamais vu un meurtre aussi atroce. Ces fameuses découpes chirurgicales, tout le monde en parle, elles sont sur toutes les lèvres, elles font peur, elles effraient. On est sur un tueur de notre monde. Un tueur a vraiment double visage. Le fameux Dr Jekyll et Mr Hyde, le tueur qui serait médecin dans la vie, un chirurgien dans la vie, et qui se transformerait en monstre à la nuit tombée. Les enquêteurs sont très inquiets parce qu'ils ont le sentiment que l'homme peut récidiver à n'importe quel moment. Il faut donc faire vite pour stopper le tueur. Et c'est alors que les policiers vont recueillir un témoignage intéressant. On leur parle d'un médecin particulièrement étrange. Et cet homme vit tout près de l'endroit où a été découvert le corps de Mokhtaria. Cet homme, le voici, il s'appelle Palomino Barrios. Ce Péruvien âgé de 49 ans a été interne dans le service de chirurgie de l'hôpital de Perpignan. Et les enquêteurs découvrent vite que ses diplômes ne l'autorisent pourtant pas à exercer en France. Pire, l'homme semble avoir des comportements pour le moins inquiétants. Les investigations menées sur lui à l'hôpital révèlent le profil d'un homme quand même hyper atypique. C'est quelqu'un qui, pendant ses gardes, est capable d'aller dans la salle de repos, manger 25 steaks hachés. À l'hôpital, il paraît bizarre quand même. C'est quelqu'un d'extrêmement étrange. Ses collègues disent qu'il est incompétent. On sait qu'il a commis des vols, qu'il a eu déjà des problèmes à Narbonne, qu'il a fait plusieurs centres hospitaliers en France, chaque fois avec des problèmes sérieux. Et donc, on va enquêter sur cet homme. Pour les enquêteurs, Palomino Barrios est un suspect intéressant. Le 22 janvier 1998, soit un mois après le meurtre de Mokhtaria, ils décident de le placer en garde à vue. Les policiers veulent savoir ce qu'il faisait le soir du crime. La version constante de Palomino Barrios, c'est de dire « Moi, j'étais en Espagne, j'étais à Mataró, on m'a vu, le prêtre de Mataró m'a vu, m'a rencontré et est en mesure de dire exactement où j'étais au moment où les faits se sont produits. » Seulement, l'alibi présenté par le Péruvien ne résiste pas aux vérifications. Car en réalité, personne ne l'a vu en Espagne le jour du meurtre. Alors que la garde à vue se poursuit, une équipe d'enquêteurs part perquisitionner le studio du faux chirurgien. Il découvre un appartement qui est rempli de babioles, un désordre incroyable. Il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de rideaux, il y a du journal accroché aux fenêtres. Donc déjà, ils se disent, le type est bizarre. Progressant dans le studio sale et jonché de détritus, les policiers font une découverte essentielle pour l'enquête. Les policiers vont retrouver des taches de sang, notamment dans le cabinet de toilette, dans la douche. Ça commence à devenir très intéressant pour les policiers. La camionnette du Péruvien est également méticuleusement fouillée. Et là, les voisins vont expliquer que Palomino Barrios l'aurait nettoyée le lendemain du meurtre de Mokhtaria. En résumé, on retrouve des taches de sang à son domicile, cette camionnette fraîchement lavée, c'est un escroc, en plus il est médecin, il habite à 200 mètres du terrain vague. C'est le coupable idéal. Palomino Barrios, on ne trouvera pas mieux. Reste pour les enquêteurs à trouver le mobile du crime. Pourquoi l'homme aurait-il tué Mokhtaria ? Et c'est justement une voisine du médecin qui va leur apporter les éléments manquants. Selon elle, Palomino harcelait une jeune femme de l'immeuble, et elle ressemble trait pour trait à Mokhtaria Chaïb. Les policiers vont se construire un scénario, et si finalement, Palomino Barrios avait ressenti de l'attirance pour sa voisine, qui lui avait opposé une fin de non-recevoir, et qu'ensuite, en déambulant dans les rues,
Palomino avait aperçu Mokhtaria, qu'il l'avait confondu avec sa voisine, et qu'il s'en était pris à elle, mais trop tard, c'était pas la bonne personne. Tout semble accuser Palomino Barrios. Pourtant, en garde à vue, l'homme ne craque pas. Mieux, il ne sort de son silence que pour clamer son innocence. Palomino Barrios est un mur. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne change pas en garde à vue. Et en garde à vue, il reste ce mur, fermé. Mokhtaria Chaïb, je ne la connais pas. Elle a été assassinée? À vous de me dire comment. À l'issue de sa garde à vue, le médecin péruvien est mis en examen pour assassinat, torture et actes de barbarie. Pour les proches de Mokhtaria, cette nouvelle est un soulagement. Quand ils l'ont arrêté, pour moi, c'était justice va être faite et on a trouvé l'assassin, qu'on a trouvé la personne. Palomino Barrios est immédiatement incarcéré. Et la vie reprend son cours à Perpignan. Jusqu'à ce qu'un nouvel élément vienne replonger la ville dans la terreur. 6 mois après le meurtre de Mokhtaria Chaïb, le 26 juin 1998, un homme contacte les services de police. Il vient de découvrir le corps d'une femme dissimulée sous un vieux tapis près du péage de l'autoroute A9 au sud de Perpignan. Les enquêteurs se transportent immédiatement sur les lieux. C'est une scène effroyable. La victime, sans nom, sans tête, sans main, on lui a tout coupé, sans partie génitale. Elle a également été éviscérée cette fois. Et ces viscères sont retrouvés dans un sac plastique à quelques dizaines de mètres. Et là, c'est effroyable. Comme celui de Mokhtaria Chaïb, le corps est totalement dénudé. Tout le monde fait le rapprochement, sauf que c'est encore plus barbare. Grâce au registre des personnes disparues, les policiers font immédiatement le rapprochement avec une jeune femme de 22 ans, Marie-Hélène González. Cela fait 10 jours que plus personne n'a de ses nouvelles. Les enquêteurs doivent maintenant prévenir les parents de la jeune femme. On m'avait amené au poste de police à Perpignan. Ils avaient trouvé des affaires. Parce que je connaissais quelques affaires. Et il n'y avait rien. J'étais contente, parce que j'étais contente. Je disais, non, c'est pas ma fille, non, c'est pas elle. Parce qu'il n'y avait rien qui correspondait. Je suis sortie, je disais à mon mari, non, c'est pas elle, c'est pas notre fille. Et puis voilà, et puis avec tout ce qu'ils ont fait, on nous a fait l'ADN et tout ça, et puis c'était positif. Donc c'était notre fille. Les parents de Marie-Hélène sont immédiatement interrogés par les policiers. Et ils expliquent que leur fille a disparu alors qu'elle revenait d'un week-end à Argelès-sur-Mer. Elle m'avait téléphoné pour me dire qu'elle rentrait à 9h. Je lui ai dit que je ne pourrais pas aller la chercher parce que justement je ne pouvais pas. Elle m'a dit, t'inquiète pas, je me débrouillerai. Donc moi je vois 9h, 9h30, 10h. Et je ne la vois pas arriver. Je dis, qu'est-ce qui se passe? La mère de Marie-Hélène se souvient avec une grande émotion de cette soirée d'angoisse. Mon mari, on leur dit qu'il sentait quelque chose ce jour-là parce qu'il n'était pas bien. Il y avait son corps qui tremblait, tout tremblait, tout son corps. Et puis il me dit, ouais, Marie-Hélène, elle n'est pas rentrée. Je dis, t'inquiète pas, elle va pas tarder, elle va toucher quelqu'un. On est parti au lit, vers minuit et demi à peu près, on est parti au lit. Et le lendemain matin, quand je me suis levée, j'allais vite dans sa chambre, elle n'était pas rentrée. Là, je commence à m'inquiéter. Alors, qu'a fait Marie-Hélène le soir de sa disparition? Elle prend le train vers 20h d'Argelès, elle arrive vers 21h05, 10 à Perpignan. Elle va sortir sur le parvis de la gare SNCF de Perpignan.
La jeune femme se serait ensuite arrêtée dans un bar avant de se diriger, 1 heure plus tard, vers le café Figuère. Le café Figuère est un lieu proche de la route qui mène à Toulouse, à Thuir, et à tout un secteur des Pyrénées-Orientales. Et par conséquent, quand on est à Perpignan et qu'on veut faire l'autostop, c'est à cet endroit-là qu'on le fait. Marie-Hélène Gonzalez avait l'habitude de faire du stop. Donc on pense que ce soir-là, le soir de sa disparition, qui date du 16 juin 1998, venant de la gare, elle a fait du stop pour allier le domicile de ses parents. Les enquêteurs vont accomplir un travail de fourmi. Ils font du porte-à-porte, entendent tous les riverains de ce secteur, mais rien. Personne n'a rien vu ni rien entendu. Marie-Hélène Gonzalez est grande, environ 1m70, 1m75, et elle a des chaussures à talons compensés, et on se dit, elle n'a pas pu passer inaperçue. Il y a des hommes qui ont dû se retourner sur son passage. Et pourtant, une fois de plus, pas un seul témoignage ne fait état de sa présence dans les rues autour de la gare de Perpignan ce soir-là. Les policiers ont le sentiment de revivre le même cauchemar qu'au début de l'enquête sur le meurtre de Mokhtaria. Ils n'ont pas d'indices, pas de témoignages. La seule certitude, c'est que les 2 jeunes femmes ont été mutilées de la même façon. Et puis il y a un autre élément troublant qui rapproche les 2 dossiers. Marie-Hélène Gonzalez, elle ressemble à Mokhtaria. C'est 2 jeunes filles de même génération, même taille, même allure. Vraiment très très ressemblantes. Comme Mokhtaria, Marie-Hélène était une belle jeune femme aux cheveux bruns. Élève studieuse, elle était aussi mannequin à ses heures perdues. Et puis, il y a aussi cet autre point commun, le lieu de la disparition, la gare. Mokhtaria Chaïb a été tuée alors qu'elle rentrait du quartier de la gare de Perpignan, et la trace de Marie-Hélène Gonzalez se perd à la gare de Perpignan. 2 victimes qui se ressemblent, un même lieu de disparition et un mode opératoire similaire. Pour les enquêteurs, cela ne fait aucun doute, ils ont affaire à un seul et même meurtrier. Le spectre d'un tueur en série repérant ses proies autour de la gare de Perpignan commence à hanter la cité catalane. À ce moment-là, forcément, il y a une psychose qui s'installe à Perpignan. On évite le quartier de la gare, encore plus à la nuit tombée, parce que ça devient le triangle maudit. Dans la presse locale, l'avenue qui mène à la gare de Perpignan est baptisée le boulevard de la mort. Alors, qui est l'homme qui rôde sur ce boulevard de la mort et qui tue avec une violence inouïe? Les enquêteurs vont devoir se rendre à l'évidence. Le tueur en série qu'ils recherchent ne peut être Palomino Barrios. Car souvenez-vous, le médecin péruvien est incarcéré au moment du meurtre de Marie-Hélène Gonzalez. Il est donc mis hors de cause et libéré. Alors si ce n'est pas Palomino Barrios, qui a pu commettre ces meurtres atroces? Pour les policiers, il faut reprendre l'enquête à zéro. Plus de 6 mois après le premier meurtre, les enquêteurs sont à la recherche d'une nouvelle piste et décident d'abattre une nouvelle carte. Les policiers de la police judiciaire de Perpignan essayent de retrouver des dossiers qui pourraient éventuellement faire l'objet de rapprochements. Donc ils vont fouiller dans leurs archives. Et il y a une disparition qui les intrigue. Elle date du 25 septembre 1995. Il s'agit d'une lycéenne de 17 ans, brune, grande et jolie, qui s'est littéralement volatilisée, exactement comme Mokhtaria et comme Marie-Hélène. Elle s'appelle Tatiana Andujar, et elle a aussi disparu dans le quartier de la gare de Perpignan. Elle téléphone à ses parents pour leur dire qu'elle va prendre le train à la gare de Matabio et qu'elle arrivera début de soirée à Perpignan. De Toulouse-Matabio est annoncée voie B.
Donc elle arrive en gare de Perpignan un dimanche soir à 19h30. Elle est vue à la gare de Perpignan par plusieurs témoins. Et là, c'est volatilisé, comme si on l'avait absorbée, comme si la terre s'était ouverte et l'avait ensevelie. Elle s'est volatilisée. La mère de Tatiana Andujar prévient rapidement les autorités. Des recherches sont effectuées en vain. En 1997, 1 an et demi après la disparition de la jeune fille, le dossier est refermé faute d'éléments. Pour les policiers, Tatiana a fugué, tout simplement. Seulement pour ses parents qui ne cessent de se repasser des images du bonheur, cette hypothèse est inconcevable. Pendant 1 an et demi, j'ai vécu sur mon canapé en pleurant et en attendant le coup de téléphone. Et là, quand j'ai appris ça, ça a été une grande claque et là, j'ai dit faut se battre, faut se battre. Les parents de Tatiana vont tout tenter pour retrouver leur fille. Puisque la police a baissé les bras, eux décident de la retrouver. Son portrait était partout à Perpignan, ça faisait froid dans le dôme. On cherchait une aiguille dans une botte de foin, mais on cherchait, c'était vital pour moi, c'était pouvoir ne pas rester à attendre. Moi, j'avais pas le temps d'attendre, il fallait retrouver ma fille, j'avais plus de temps. Mais les recherches acharnées des parents ne donneront rien. En revanche, les enquêteurs commencent à faire des rapprochements entre les meurtres de Mokhtaria et Marie-Hélène et la disparition de Tatiana. Les policiers se demandent si les 3 jeunes femmes n'ont pas croisé le même tueur dans le quartier de la Gare. Le lien paraît évident parce qu'elles ressemblent à Mokhtaria et Marie-Hélène Gonzalez, aussi bien d'un point de vue physique, brune, jolie jeune femme d'origine méditerranéenne, que d'un point de vue un peu plus social. C'est aussi une jeune femme qui est en phase d'émancipation, elle a 17 ans quand elle disparaît. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire des disparus de la gare de Perpignan. Dans la seconde partie, après de nombreuses fausses pistes, vous allez découvrir comment les enquêteurs vont réussir à confondre le coupable. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode, consacré à l'affaire des disparus de la gare de Perpignan, vous allez découvrir comment les enquêteurs vont réussir à confondre le coupable. Avec moi, vous entendrez les voix des mères de ces victimes, celles des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Une disparition inquiétante. Alors que l'enquête piétine, la tension est de plus en plus palpable à Perpignan. C'est plus qu'une tension qui se crée à ce moment-là, c'est une vraie psychose. Le quartier est sans cesse bouclé, des opérations de police qui se déploient dès 18h, dès la tombée de la nuit. Tout est cerné, ratissé, dans les moindres recoins, les moindres impasses. Tous les habitants sont interrogés. À la police judiciaire, une centaine de personnes fichées comme délinquants sexuels est entendue. Sans résultat. Et chaque soir, à la nuit tombée, les femmes de la ville rentrent vite chez elles. C'est la panique, c'est-à-dire que les jeunes filles n'osent plus faire d'autostop, elles osent même plus prendre un taxi parce qu'elles se demandent si le tueur ne serait pas un chauffeur de taxi. Les jeunes ne sortent plus le soir, surtout les femmes, et en tout cas, elles ne sortent qu'accompagnées et souvent avant que la nuit ne tombe. Donc il y a une véritable psychose qui s'empare des Perpignanais. Là, on commence vraiment à entrer dans un espèce de délire où tout est possible. Et c'est ça qui fait le caractère incroyable de cette affaire à ce moment-là. On se croirait dans un mauvais film, mauvais thriller. Les Perpignanais n'ont qu'une crainte, qu'une autre jeune femme de la ville croise le chemin du tueur de la gare. Ces 3 jeunes filles, ça devient les filles de Perpignan. Perpignan les adopte.
Perpignan les serre sur son cœur tout le temps. Elles font partie de la vie des Perpignanais. On a l'impression qu'on s'est attaqué à nos propres enfants. C'est ça que ressent Perpignan à cette époque. À ce moment-là, on s'est attaqué à mes filles. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations, mais ils ne recueillent aucun élément qui pourrait les mettre sur la piste du tueur. Ils savent qu'il y a pourtant urgence à arrêter le meurtrier. Alors tous les jours, ils se lancent à sa recherche, avec l'angoisse d'apprendre qu'il a fait une nouvelle victime. Alors, quand le 9 février 2001, les policiers sont informés qu'une jeune femme a de nouveau disparu, ils se sentent totalement désemparés. Dès qu'on apprend la disparition de Fatima Hidraou, c'est forcément le tueur de la gare qui est revenu. Parce que Fatima Hidraou a emprunté, elle aussi, à la nuit tombée, le chemin qui avait été suivi par Mokhtaria, probablement Tatiana et Marie-Hélène. Et donc, tout le monde dit, ça y est, c'est lui, il a de nouveau frappé. Là encore, Fatima Hidraou, tout juste âgée de 19 ans, ressemble énormément aux autres victimes. Fatima, c'est encore une fois la même fille. Le même portrait craché. Elle ressemble aux autres victimes. Encore une gamine, toujours pareille, une brune, pareil, les cheveux longs, une chevelure magnifique, tout ondulé. Fatima travaillait ici au moment de sa disparition, sur cette zone commerciale. Et pour une fois, depuis le début de l'enquête, les policiers vont tomber sur un indice décisif. Quelques jours après sa disparition, on retrouve sur le parking d'une zone commerciale un bulletin de paye qui est à son nom. Le soir venu, ce 9 février 2001, le directeur d'un magasin se souvient d'avoir assisté sur le parking de la zone commerciale à une scène étrange. Il a vu une voiture s'arrêter, il a vu un couple se disputer, il a vu la passagère tenter de sortir, il a vu une jambe de femme, la portière qui claque, la voiture repartir. Et le commerçant qui a assisté à cette scène a eu la présence d'esprit de noter la plaque d'immatriculation de la voiture. Les enquêteurs immédiatement se mettent à passer au fichier tous les propriétaires d'Opel avec un numéro d'immatriculation qui se rapproche. Et de fil en aiguille, on va découvrir qui était au volant de ce véhicule, un certain Marc Delpech. Marc Delpech n'est pas connu des services de police. Et à Perpignan, tout le monde l'apprécie. Cet homme marié de 33 ans est le propriétaire d'un bar très fréquenté par des étudiants. Les enquêteurs décident de l'interpeller. Et très vite, Marc Delpech avoue avoir tué Fatima. Voici ce qu'il déclare. Il a vu Fatima marcher de dos, rentrer chez elle, il s'est arrêté sur le parking du supermarché, il a proposé de la ramener. Elle est montée dans la voiture et là... Il l'a tuée, probablement parce qu'elle se refusait à lui alors qu'il l'avait prise en stop dans sa voiture. Marc Delpech explique être allé jeter le corps de la jeune femme dans un étang à quelques kilomètres de chez lui, à Canet. Mais s'il reconnaît avoir étranglé Fatima, l'homme dément être impliqué dans les autres meurtres de la gare. Les enquêteurs, à 90%, sont persuadés qu'il a tué tout le monde. Marie-Hélène, Mokhtaria, Fatima et Tatiana. D'autant plus que certains éléments retrouvés au domicile de Marc Delpech trahissent son intérêt morbide pour ces crimes. On découvre chez lui des coupures concernant les autres disparitions. Des coupures de presse. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Perpignanais qui ont conservé chez eux des coupures de presse concernant les disparitions de Tatiana, Marie-Hélène ou Mokhtaria. Mais c'est surtout l'ordinateur du suspect qui va parler. On va s'apercevoir que Marc Delpech, qui dans la vie de tous les jours est un patron de bar banal à Perpignan, eh bien, à ses heures perdues, il essaye d'écrire des romans policiers. Et la première nouvelle qu'on retrouve raconte l'histoire d'un
d'un homme qui rôde en voiture dans le quartier de la gare de Perpignan et qui a pour mission de kidnapper des jeunes filles. Le premier chapitre, écrit par Marc Delpech, porte un prénom bien connu des hommes de la PJ de Perpignan. Tatiana. Et la lecture de ce roman fait plutôt froid dans le dos. Il examine d'un œil froid les trottoirs à la recherche d'une autostoppeuse seule. Il tourna à droite, rue Courteline, mais au bout de la rue, devant le café Figuère, il vit une silhouette qui agitait le bras. Il la détaillait en approchant, grande brune aux cheveux longs, 16-17 ans, sûrement lycéenne, une poitrine déjà bien formée, un jean moulant. Le temps de baisser la vitre côté passager, elle était déjà là. Moi, l'impression que j'ai, que il est en train d'écrire ce qui s'est réellement passé. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Il a écrit ce qui s'est passé avec Tatiana au moment de sa disparition. Des articles de presse, un roman. Les policiers en sont persuadés, ils tiennent le coupable. Seulement aucun élément matériel ne permet de relier Marc Delpech à la disparition de Tatiana. Pas plus d'ailleurs qu'au meurtre de Mokhtaria et de Marie-Hélène. L'homme est donc jugé pour le seul assassinat de Fatima Hidraou, devant la cour d'assises de Perpignan, en 2004. Et il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Les années passent et l'identité du tueur de la gare de Perpignan est toujours un mystère. Il faut attendre 2012, soit 15 ans après le premier meurtre, pour qu'une nouvelle juge d'instruction décide de faire réanalyser tous les scellés. Les progrès scientifiques ont fait que les recherches d'ADN sont aujourd'hui plus faciles. On peut retrouver de l'ADN à partir d'un substrat très faible. À partir de 2012, avec un ADN très partiel, on peut reconstituer un ADN complet. Et la science va apporter l'élément qui manque aux enquêteurs depuis plus de 15 ans. La preuve irréfutable. Sur une des deux chaussures de Mokhtaria Chaïb, il y a un ADN masculin partiel qui peut être analysé au regard des progrès de la science. Souvenez-vous, les chaussures de Mokhtaria Chaïb avaient été ramenées par hasard aux enquêteurs quelques jours après la découverte de son corps. C'est extraordinaire. Enfin, le concours de circonstances est incroyable. C'est-à-dire que cette chaussure, elle aurait pu aller à la poubelle. L'ADN est comparé à ceux inscrits dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Et en octobre 2014, 17 ans après les faits, l'homme qui a laissé son ADN sur la chaussure de Mokhtaria est enfin identifié. Les enquêteurs sont persuadés que c'est lui, le tueur en série, qu'ils recherchent depuis tant d'années. Là, son nom sort. C'est presque un miracle quand même à ce moment-là. 17 ans après, le tueur de la gare démasqué. Le tueur de la gare s'appelle Jacques Rançon. L'homme est âgé de 54 ans. Et à la grande surprise des enquêteurs, il ne correspond absolument pas au profil qu'ils avaient imaginé. Ils avaient imaginé, pour certains en tout cas, une sorte de notable à la double personnalité, bien intégré le jour, qui inspire confiance, et puis psychopathe la nuit. Jacques Rançon, il est à l'opposé du profil recherché, du profil dressé par les expertises, du profil dressé par les profilers, de l'homme que tout le monde attend, de l'homme que tout le monde recherchait finalement. Jacques Rançon, c'est monsieur tout le monde, c'est pas quelqu'un qui a des compétences particulières en médecine. C'est tout qui s'effondre là.
toute l'hypothèse, le profil s'effondre, les théories s'effondrent. Du coup, on n'est plus sur du bistouri. Les enquêteurs cherchaient un médecin capable d'attirer ses victimes en usant de son charme. Jacques Rançon est bien différent. Il n'a pas le profil d'un grand séducteur. Il n'émane pas de lui un charme particulier, ni quelque chose qui attire l'attention. C'est quelque chose d'assez commun, je dirais, d'un personnage assez ordinaire. Oui, non, rien de particulier, rien qui accroche la lumière quelque part. Hein. Les enquêteurs se disent, mais on n'a pas dû chercher au bon endroit pendant toutes ces années, puisqu'effectivement, on s'attendait à Hannibal Lecter, le tueur du Silence des Agneaux, et on se retrouve avec un type qui, à ce moment-là, vient de sortir de prison pour un délit qu'il avait commis, et il habite dans un foyer, et il ressemble à un clochard, en fait. Jacques Rançon, c'est un pauvre gars. Le 14 octobre 2014, soit 17 ans après le meurtre de Mokhtaria Chaïb, Jacques Rançon est placé en garde à vue. Face à eux, les policiers ont un homme au lourd casier judiciaire. En 1992, Jacques Rançon a été condamné pour viol. Et après 5 ans d'incarcération à la prison d'Amiens, il décide de s'éloigner de sa région natale. Et c'est comme cela qu'en septembre 1997, l'homme débarque à la gare de Perpignan. Il va d'abord loger dans un petit hôtel assez miteux à côté de la gare de Perpignan, et il va gagner sa vie en faisant de l'intérim dans un marché à côté de Perpignan. L'homme mène une vie terriblement précaire. Jacques Rançon, lorsqu'il vivait encore à l'hôtel, dans le quartier de la Gare, quand il travaillait pas, il passait ses journées dans sa chambre d'hôtel. Il buvait des bières et il tournait en rond dans sa chambre. En réalité, un peu jusqu'au soir, où là, curieusement, il avait ce besoin de sortir. En garde à vue, les policiers l'interrogent d'abord sur le meurtre de Mokhtaria Chaïb. Mais Jacques Rançon dément toute implication. Avez-vous tué Mokhtaria Chaïb? Non. Pourtant, il n'y a pas d'erreur possible scientifiquement. C'est votre ADN qui a été retrouvé. Comment l'expliquez-vous? Je ne sais pas. Pour moi, c'est impossible. Les heures passent et les policiers enchaînent les questions. Ils savent qu'ils ont face à eux le meurtrier qu'ils recherchent depuis 17 ans. Alors qu'il reste quelques heures pour le faire craquer, ils vont tenter le tout pour le tout. Une policière se met à parler avec Jacques Rançon. Elle lui parle de ses enfants, puisqu'il a des enfants. Et en fumant sa cigarette, Jacques Rançon se laisse un peu attendrir. Et tout à coup, il est 2h ou 3h du matin, il n'y a plus personne dans le commissariat, tout est calme. Il va avouer qu'il traînait dans les rues de Perpignan ce soir-là, ce soir de décembre 97. Il avait un couteau dans la poche arrière de son jean. Et puis, vers 22 ou 23 heures, il a vu cette jeune femme qui avançait vers lui. C'était Mokhtaria Chaïb. Il la menace avec un couteau et il va l'amener donc sur le lieu où on découvrira le corps, à proximité, dans un terrain qui à l'époque était un terrain vague. Je l'ai emmené sur le terrain vague et j'ai essayé de lui faire l'amour, mais je n'y suis pas arrivé. Et comme Mokhtaria a résisté, Jacques Rançon l'a tué. Elle menaçait de prévenir la police et criait. Je lui ai mis des coups de couteau, je ne sais pas combien. Dans les locaux de la PJ, Jacques Rançon raconte son meurtre froidement. Seulement une question reste en suspens. Pourquoi a-t-il mutilé à ce point Mokhtaria Chaïb? Elle explique simplement qu'il souhaitait effacer ses traces. Il a fait ça pour enlever les parties, les organes qui pouvaient porter son ADN, en fait. C'était juste pour se préserver, pour pas être identifié. Donc pour pas être arrêté. Pourtant,
En 1997, lorsqu'il tue Mokhtaria Chaïb, la recherche ADN n'en est qu'à ses balbutiements. Je pense qu'il dit n'importe quoi, qu'il a pris du plaisir à faire les mutilations et qu'il ne l'a pas fait dans un but utilitaire, comme il le dit, mais tout simplement pour son plaisir. Et ça, je pense que c'est encore plus horrible. Une chose est certaine, le récit de Jacques Ranson ne colle pas avec les conclusions des médecins légistes. Le rapport d'autopsie disait qu'il fallait 1h30 pour commettre ces mutilations. Selon Jacques Ranson, ça n'a pas duré plus d'un quart d'heure. Le rapport d'autopsie disait qu'il fallait un éclairage ajusté pour commettre ces mutilations. Jacques Ranson a dit que la lune était pleine cette nuit-là et que ça lui a suffi comme éclairage. Jacques Ranson est immédiatement mis en examen pour le viol et l'assassinat de Mokhtaria Chaïb. Dès le lendemain, l'arrestation du tueur de la gare fait les gros titres. La photo de Jacques Ranson est partout. À Perpignan, tout le monde veut maintenant savoir s'il a tué Tatiana et Marie-Hélène. À partir de là, on pense que Jacques Ranson est mûr pour avouer d'autres crimes. Jacques Ranson est donc à nouveau entendu par les services de police et contre toute attente, il avoue immédiatement avoir tué Marie-Hélène González le 16 juin 1998. Il raconte avoir pris la jeune femme en stop dans l'intention de la violer. Comme Mokhtaria, Marie-Hélène s'est débattue, c'est pourquoi Jacques Ranson l'a sauvagement tuée. La mère de Marie-Hélène est immédiatement avertie des aveux de l'assassin de sa fille. Eh bien, si j'aurais été là, je l'aurais massacré moi-même. Je l'aurais tué de mes propres mains. Je l'aurais tué. Mais bon, il faut que cette pourriture paye pour le mal qu'il nous a fait et le mal qu'il a fait à ma fille et aux autres victimes. Et pour tout le mal qu'il nous a fait à mon mari, à mes enfants et à moi. Il nous a tout détruit, il nous a tout enlevé. Il ne restait plus rien. Avec les aveux de Jacques Ranson, ce sont plus de 17 ans d'enquête qui sont enfin résolus. Mais la disparition de Tatiana Andujar, elle, reste aujourd'hui encore un mystère. Quand Ranson a été arrêté, dans l'ombre de quelques jours, je me suis dit peut-être que c'est lui aussi pour Tatiana, peut-être qu'on tient le tueur en série, même si on n'avait pas de corps pour Tatiana, mais on ne savait pas. Donc il y avait une sorte d'euphorie de ma part de dire ça y est, on va savoir, même si c'est pas joli, si ce sera pas beau à entendre, mais on va savoir. Les enquêteurs étudient cette piste, mais force est de constater que Jacques Ranson ne peut de toutes les façons pas être impliqué dans la disparition de Tatiana. Sa responsabilité est exclue dans le cas de Tatiana Andujar, puisqu'à l'époque où Tatiana disparaît le 24 septembre 1995, Jacques Ranson est encore en prison en Picardie pour le viol qu'il a commis dans cette région. Jacques Ranson sera donc renvoyé devant une cour d'assises pour les viols et les assassinats de Mokhtaria et Marie-Hélène. Le 14 février 2018, à la veille de l'ouverture du procès du tueur de la gare, lors d'une conférence de presse, Concepción González, soutenue par la mère de Tatiana, exprime son désespoir. La paix, on n'aura jamais de la vie. Jamais. Ça sera gravé dans nos têtes, jusqu'à la fin de nos jours. Il nous a détruit la vie. Il nous a enlevé notre enfant. Non. Pour cette femme, l'idée de rencontrer au procès l'assassin de sa fille est insupportable. Et pourquoi elle a tué ma petite fille? Pourquoi elle a tué? Pourquoi il lui a fait tout ce que lui a fait? Merde!
Il me l'a tué complètement. On va arrêter, Ouais. Je sais pas si je peux tenir le coup. Il faut que j'insiste de toute façon. Mais je sais pas si je peux tenir le coup. Le procès de Jacques Rançon s'ouvre le 5 mars 2018 devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales. C'est un procès exceptionnel, très médiatisé. Le public se presse pour voir à quoi ressemble le tueur de la gare. Jacques Rançon, aujourd'hui, a 58 ans, et c'est vrai que personne ne l'a revu depuis 2014. Ça fait 4 ans. C'était un peu la curiosité de le voir apparaître dans le box de la cour d'assises de Perpignan. Et lorsque Jacques Rançon entre dans la salle d'audience, c'est la stupéfaction. Il fait vraiment très négligé, avec un t-shirt jaune orangé, avec une espèce de veste, les cheveux longs, gras. Je pense que aujourd'hui, il y a une pression sur lui qui est évidente, qu'il ne ressentait pas auparavant. Auparavant, il ne regrettait rien. Aujourd'hui, il doit regretter au moins d'être dans le box. Pour la mère de Marie-Hélène, c'est une épreuve épouvantable. C'est la première fois qu'elle se retrouve face au meurtrier de sa fille. Et elle ne peut retenir sa colère. Dans le box des accusés, Jacques Rançon, lui, reste impassible, le regard vide. La cour! Jacques Rançon est rapidement entendu sur les faits qui lui sont reprochés. Il explique alors froidement pourquoi il en est venu à tuer Mokhtaria et Marie-Hélène. Il tue parce que ses victimes ont tenté de s'enfuir et surtout de résister. Donc ils sont opposés. Donc on peut imaginer pour Marie-Hélène qu'elle ait résisté de manière encore plus forte et que ça ait déclenché chez lui une sauvagerie encore plus importante. Il y a quand même un mode opératoire qui se répète d'un crime à l'autre. Il a la psychologie d'un tueur en série selon les experts, donc oui, il est qualifié dans les rapports d'experts de tueur en série. On n'a pas la sensation de quelqu'un, en tout cas on a l'impression qu'il n'a pas conscience d'agresser ces personnes. Il ne dit pas qu'il a violé ou qu'il a essayé de violer Mokhtaria, plus précisément, il dit qu'il a voulu lui faire l'amour. Et lorsqu'on le questionne sur les mutilations, l'homme raconte ne plus avoir aucun souvenir. Le côté violeur ne le dérange pas, c'est le côté dépeceur qui le dérange. Donc il est prêt à admettre limite tous les viols possibles et imaginables si on ne traite pas d'autre chose derrière. C'est un tueur en série, c'est un sadique, pervers, qui prend du plaisir à faire souffrir ses victimes, qui est extrêmement dangereux et qu'il faut mettre définitivement hors d'état de nuire. Le 26 mars 2018, au terme de 3 semaines d'audience, les jurés rendent leur verdict et condamnent Jacques Rançon à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de 22 ans de sûreté. Mais aujourd'hui, une question reste toujours en suspens. Est-il possible que Jacques Rançon ait fait d'autres victimes ? Pour l'instant, il n'y a pas de suite. Mais moi, je pense qu'il est tout à fait possible qu'un individu comme lui, qui est un récidiviste, ait continué à tuer après Marie-Hélène González. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire des disparus de la gare de Perpignan. Jacques Rançon sera condamné 2 fois à la réclusion criminelle à perpétuité, en 2018 pour les meurtres de Perpignan, puis en 2022 en appel
pour le meurtre d'Isabelle Ménage. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Je vous dis à bientôt.